carbone aux frontières de l'Union européenne, modalités d'exécution et de mise en œuvre. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes avec nous, ainsi que les partenaires organisateurs de cet événement, les panélistes qui se succéderont pour enrichir le thème de ce jour, thème aussi crucial que d'actualité. Cette initiative entre dans le cadre des actions d'information et de sensibilisation organisées sur les leviers d'accroissement des exportations marocaines à l'international. Excellences, mesdames et messieurs, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont l'entrée en vigueur est de plus en plus proche doit permettre à l'Union européenne d'imposer ses normes environnementales aux entreprises étrangères exportant sur son territoire. Concrètement, ce mécanisme définirait un seuil d'émissions de gaz à effet de serre à partir duquel une activité économique serait considérée comme trop polluante. Tous les biens importés sur le territoire de l'Union et dont la production affiche un bilan carbone supérieur à ce seuil seraient alors soumis à un surcoût. Pays exportateur, le Maroc sera directement impliqué par ce nouveau mécanisme, d'autant plus que l'Union européenne constitue un grand marché stratégique pour les produits marocains. En effet, ce marché représente plus de 60% des échanges commerciaux. Si par conséquent ce sujet n'est pas bien préparé à l'avance, l'impact pourrait être sévère sur de nombreux. Qu'en est-il alors de la préparation des entreprises marocaines face à ce nouveau mécanisme? Quelles sont les restrictions qu'il impose? Représente-t-il des avantages pour les entreprises marocaines en particulier et l'économie nationale en général? C'est pour débattre, répondre à ces questions et bien d'autres que la SMEX, en partenariat avec la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc et l'ambassade de Belgique au Maroc, organise ce webinaire. Bien avant d'entamer nos interactions et comme le veut la tradition, le mot inaugural à M. Abdelaziz Mantrache, vice-président de la SMEX et président du pôle logistique au sein de l'association. Monsieur Mantrache, à vous la parole. Merci, mon cher ami Bellassène. Quelle très belle introduction. Je te remercie. Son Excellence, Madame l'ambassadeur, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis, en ma qualité de vice-président de la SMEX et président du pôle logistique et vice-président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire, parce que nous sommes plus de 220 personnes enregistrées pour participer à ce webinaire, qui est un grand succès et qui a pour thème le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. L'objectif étant de fournir à nos membres une visibilité sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, puisqu'il est très important d'avoir un aperçu sur la décarbonisation, ces enjeux pour les entreprises exportatrices au départ du Maroc, et savoir ce qui change réellement pour les industriels, et ce, pour leur permettre de se préparer, de s'adapter et d'être prêts devant les différentes échéances à venir prévues par cette procédure. Étant donné que l'entrée en vigueur sera progressive par rapport au mécanisme d'ajustement carbone. Et donc, il est de nos attributions, que ce soit au sein de la SMEX ou la CCBLM, de continuer à sensibiliser nos membres exportateurs à s'engager dans la chaîne d'approvisionnement verte, qui de plus en plus s'impose aux entreprises à travers le monde et qui, à mon avis, reste la seule voie à l'entreprise pour rester compétitive. Cette démarche constitue un enjeu de taille pour les entreprises exportatrices marocaines qui doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Il est plus que jamais nécessaire de prévenir dès à présent l'éventuel impact dont M. Bellassène vient d'en parler, que pourrait avoir la taxe carbone sur la compétitivité de l'activité industrielle. Le Maroc offre un environnement favorable aux industriels pour réussir cette transition.
Seulement, la clé de la réussite réside dans le niveau d'engagement et la prise de conscience de l'industriel et de l'exportateur, également de leurs sous-traitants et prestataires de services. Je tiens à souligner que plusieurs initiatives nationales, notamment celles relatives à la stratégie nationale de développement durable, confortent la forte volonté des pouvoirs publics et celle des industriels de verdir les produits marocains. Les autorités ont pris à bras-le-corps cette problématique pour accompagner les entreprises à se conformer à ce mécanisme d'ajustement carbone. De plus, ils ont mis en place tous les outils nécessaires, y compris les facilités de financement, pour assurer dans de bonnes conditions ces transitions. À plus forte raison que le marché de l'Union européenne représente plus de 64% de notre commerce extérieur, ce qui place l'Europe comme premier marché pour nos opérateurs économiques. Cependant, tout cela n'est peut-être pas encore suffisant. Et l'accélération de cette procédure au Maroc doit se faire au plus vite. Au-delà des contraintes que cela engendrerait pour l'industrie et pour l'export, et la principale est l'investissement à réaliser pour assurer la transformation. Cela pourrait être aussi une opportunité pour renforcer la compétitivité de l'origine Maroc et donner une image de destination de production industrielle carbone neutre. Je considère que c'est plutôt une chance, une vraie opportunité, car si notre industrie est décarbonée, elle va être parmi les premiers pays en développement à offrir une production décarbonée, ce qui la rendra plus attractive, non seulement pour la destination européenne, mais également pour le reste du monde. Il n'est pas de mes intentions, rassurez-vous, chers messieurs, mesdames, de rentrer dans les détails de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, car nous avons la chance et le plaisir d'avoir parmi nous d'éminents avocats spécialistes de cette problématique, M. Yves Melin et Mme Isabelle Fressinet, avocats chez Reed Smith à Bruxelles, et qui vont nous fournir tous les détails à venir sur les modalités d'exécution et de mise en œuvre, et que je remercie d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Effectivement, à l'instar des autres fédérations et associations nationales, pour souligner que la sensibilisation est plus haut niveau, l'ASMEX et la CCBLM disposent aussi d'une commission de la transition énergétique qui sont très dynamiques et qui dispensent des formations et organisent des séminaires sur la gestion durable afin d'accélérer la transition énergétique de leurs membres respectifs. Aussi, l'ASMEX est en train de mettre en place une formation qui concerne la logistique verte pour former des green skills en étroite coopération avec l'OFPTT, puisque le logisticien est un prestataire de services de l'exportateur et tenant compte que le transport routier est un grand pollueur, et c'est la raison pour laquelle l'ASMEX a pris l'initiative de former sur l'éco-conduite et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'activité de la logistique. Quelle formidable synergie qui se dégage du partenariat entre l'ASMEX et la CCBLM. Plusieurs actions ont été réalisées ensemble et qui sont principalement orientées vers l'intérêt de nos membres. Je tiens à attirer votre attention que le point culminant de ce travail entre ces deux organismes reste le séminaire organisé relatif à la coexportation vers l'Afrique durant la visite princière et qui a été coprésidé par le ministre des Affaires étrangères belge. Avant de clore
ce mot d'ouverture, je voudrais m'adresser à son Excellence, Madame l'ambassadeur de Belgique au Maroc, Madame Véronique Petit, présidente également d'honneur de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, pour lui dire: chère Véronique, je te remercie infiniment pour ta participation et ton implication personnelle pour présider ce webinaire et, bien sûr, ta disponibilité légendaire a donné une certaine priorité et une importance aux événements à caractère économique. Je souhaite bon vent à ce partenariat et je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et j'espère une réunion et un webinaire qui aura un effet très positif sur les membres aussi bien de la SMEX que de la CCBLM et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Montrache, pour ce mot introductif qui a relevé un ensemble de messages cruciaux, en particulier les attributions de la SMEX et de la CCBLM en matière de sensibilisation des entreprises pour essayer de se conformer aux restrictions qui seront imposées par l'Union européenne aux frontières. Vous avez également parlé des avancées ou de tout ce que le Maroc a fait pour essayer d'accompagner les entreprises à verdir leur production en vue d'éviter le maximum de restrictions qui seront imposées. Vous avez également souligné qu'il y a encore une insuffisance et qu'il faut accélérer la cadence, notamment en matière de procédure, pour essayer d'être au rendez-vous. Donc, pour continuer dans la même lancée, j'invite son Excellence, Madame Véronique Petit, à prononcer son mot d'ouverture. Et je vous remercie vivement d'avoir bien voulu participer avec nous à ce webinaire. À vous la parole, Madame Petit. Merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, cher Abdelaziz. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend très bien, madame. Voilà, très bien. Tout simplement, d'abord, évidemment, remercier la SMEX et la CCBLM pour avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire avec, comme on l'a dit, des spécialistes du cabinet d'avocats Reed Smith basé à Bruxelles qui pourront expliquer effectivement en détail pour les opérateurs économiques un peu le mécanisme. Je voudrais en particulier remercier Abdelaziz Mantrache, qui est évidemment le vice-président de la SMEX et de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc, mais aussi conseiller en diplomatie économique auprès de notre ambassade, un ami, un soutien quotidien pour le travail que nous effectuons, effectivement au bénéfice du renforcement de nos relations bilatérales et notamment de nos relations économiques et commerciales. Je le remercie pour ces mots chaleureux. Il sait effectivement que c'est une thématique qui me tient à cœur, mais qui est aussi au cœur de mon mandat ici au Royaume du Maroc. Donc voilà, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites dans les deux introductions sur l'importance du thème de discussion d'aujourd'hui, donc ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui vise évidemment à répondre à un défi majeur auquel nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire le dérèglement climatique et les mesures à prendre pour y faire face, en particulier le verdissement de nos économies, la décarbonation de nos économies. Donc, je crois qu'on a parlé évidemment des défis que ce mécanisme va représenter pour les opérateurs économiques hors Union européenne. Mais je retiens aussi un mot qu'a dit Abdelaziz Mantrache et qui a été aussi dans la bouche du ministre de l'Industrie marocain récemment, qui est de dire que c'est aussi une opportunité pour le Maroc. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément très, très important. Parce qu'effectivement, le Maroc s'est positionné au niveau de ses ambitions comme un pays qui veut jouer fortement la carte des énergies renouvelables et donc partant aussi de la décarbonation de son économie. Donc je crois que là, il y a quand même un élément extrêmement important à mettre en avant.
Alors, vous me direz, que fait l'ambassadeur de Belgique dans une discussion sur le mécanisme d'ajustement européen? Ce n'est pas parce que Bruxelles est aussi la capitale de l'Union européenne, non, ce n'est effectivement pas vraiment pour ça, mais bien entendu parce qu'en tant qu'ambassadeur bilatéral, comme je l'ai dit, un de mes mandats est de promouvoir et défendre évidemment les intérêts belges, mais plus largement la relation bilatérale, son développement, et dans ce développement, le développement de notre partenariat économique et commercial. Et je crois que la thématique qui est débattue, qui sera explicitée aujourd'hui, aura un impact sur la nature de cette relation. Si c'est bien mené, ça peut en avoir un impact extrêmement positif. Donc, je crois que c'est là-dessus qu'on doit effectivement se concentrer, essayer de travailler ensemble. Et en tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite retenir de cet échange et j'espère que la discussion d'aujourd'hui pourra y contribuer. Bon, je pense que beaucoup des 200 et quelques participants de ce webinaire auront sans doute encore en mémoire la mission princière de 2018 qui avait vu la participation de presque de plus de 400 personnes, dont de très nombreux chefs d'entreprises belges ici au Maroc, emmenés par Son Altesse Royale la Princesse Astrid. Ça avait été un moment mémorable il y a quelques années. Entre-temps, évidemment, le Covid est passé par là et d'autres crises tout aussi dramatiques. Et bien entendu, nos relations en ont un peu pâti. Et donc, je crois que maintenant, on voit un nouveau flot et il est à souhaiter que l'évolution qui va se produire dans les relations commerciales entre l'Union européenne et le reste du monde, et donc y compris le Maroc, à travers la mise en place progressive de ce mécanisme, va pouvoir jouer dans un sens positif et non comme un frein, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, je crois que nos experts auront l'occasion d'expliquer en fait à la fois sans doute l'approche de ce mécanisme qui veut en fait favoriser, comme on dit en bon français, un level playing field pour les acteurs économiques et faire en sorte qu'il y ait des règles de jeu équitables entre les producteurs qui fabriquent en Europe et les producteurs qui fabriquent à l'extérieur de l'Europe. Je crois que voilà, nous aurons l'occasion d'entendre un petit peu la déclinaison de la mise en pratique. Comme on l'a dit, c'est une première phase transitoire à partir du mois d'octobre 2023, c'est-à-dire pour les opérateurs économiques demain en réalité. Donc, il ne faut certainement pas attendre et je crois que le webinaire d'aujourd'hui vient vraiment à un point nommé. Il faudra sans doute accélérer les efforts, comme Aziz Mantrache l'a souligné. Véritablement, je vous souhaite une bonne discussion. J'espère que voilà, toutes les questions qui sont certainement dans la tête de nombreux opérateurs pourront être abordées. Aussi, sans doute, une manière de se rassurer sur le fait que, de nouveau, ce mécanisme peut être un mécanisme qui va jouer en faveur des entreprises qui voudront faire l'effort de verdir leurs activités. Je crois que nous sommes tous conscients du fait que en Belgique, au Maroc, en Afrique, sur la planète. Cette thématique est là pour durer. Nous l'avons vu, nous le voyons avec les phénomènes de stress hydrique ici au Maroc, avec des phénomènes d'inondation malheureusement dans notre pays il y a quelques années, mais aussi plus généralement des phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient. Donc nous n'avons pas d'autre choix de travailler ensemble. C'est dans le même esprit que l'Union européenne et le Maroc ont signé récemment, comme vous le savez ici à Rabat, le partenariat vert, le premier partenariat vert signé par l'Union européenne avec un partenaire hors Europe. Donc je crois que ça montre aussi qu'il y a des ambitions communes en Europe et au Maroc sur cette thématique et bien entendu aussi des ambitions communes, je crois, entre la Belgique et le Maroc à travers différents projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment de l'hydrogène, qui sont en train de se développer. Donc, tout ça montre qu'on peut faire de ça une belle histoire, un partenariat gagnant-gagnant. Et voilà, je souhaite vous remercier encore, la SMEX, bien entendu aussi, la CCBLM, tous les participants et bien sûr nos experts pour la possibilité d'introduire ce webinaire. Et je vous souhaite à tous et toutes, évidemment, des échanges très fructueux et je ne doute pas qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines et les mois qui viennent. Donc voilà, encore infiniment merci de m'avoir offert l'opportunité de m'adresser à vous et au plaisir de suivre vos discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. C'est avec un grand plaisir que
nous vous accueillons donc, au sein de ce webinaire. Donc, vous avez mis l'accent un peu sur les défis de ce nouveau mécanisme donc, aux frontières de l'UE. Ce mécanisme, donc, il faut transformer en opportunité, et c'est aussi de la bouche du ministre de l'Industrie marocain donc, qui essaie de le dire souvent donc, lorsqu'il rencontre les industriels dans ce cadre-là. Donc, il faut accélérer les efforts. Donc, vous avez appelé à accélérer les efforts. Vous avez mis l'accent sur le stress hydrique, sur les inondations donc, à travers le monde et tout ça sur lesquels il faut bien travailler. Il y a un partenariat, certes, entre nos deux pays dans ce domaine-là qu'il faut accélérer aussi, qu'il faut mettre en œuvre. Et je pense donc que nous sommes arrivés donc, au moment où nous donnerons la parole à nos experts, nos deux avocats qui nous suivent de Bruxelles. Donc, pour essayer de détailler un peu donc, en matière de ce nouveau mécanisme et essayer de nous expliquer donc, comment les entreprises donc, vont subir cette taxation carbone et ainsi de suite. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. Yves Melin. Bonjour, merci M. Bellassem. Vous m'entendez bien? Très bien. Magnifique. Un immense honneur et plaisir pour moi et Maître Fraissinet d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci à la SMEX et la CCBLM de nous recevoir et de nous permettre de nous entretenir avec vous sur la taxe carbone européenne. Nous allons essayer de fournir une série de pistes de réflexion, d'explications sur ce qui nous attend. Beaucoup de choses restent encore inconnues, mais beaucoup de choses sont connues et je pense d'un intérêt fondamental pour les industries marocaines et des exportateurs marocains, en effet. Donc, moi, je suis Yves Melin, avocat associé dans le bureau de Bruxelles de Reed Smith. Nous avons une équipe de 7 avocats spécialisés exclusivement dans toutes les mesures commerciales, douanières. Et c'est dans ce cadre-là que depuis quelques années, nous nous intéressons à la taxe carbone à la frontière. Je vais l'appeler le CBAM, donc c'est l'acronyme anglais pour l'ajustement carbone à la frontière, parce que juridiquement, ce n'est pas une taxe. Vous allez voir que je vais parler, je ne suis pas diplomate, donc je vais parler clair et franc sur ce à quoi nous avons affaire et comment s'y préparer. Tout en n'étant pas diplomate, je partage tout à fait l'analyse de Madame l'ambassadeur selon laquelle le Maroc va probablement bénéficier de la taxe carbone en raison d'une chose assez simple, c'est le mix énergétique. Et donc, l'Union européenne, par sa taxe carbone, projette à la frontière, et nous allons regarder ça dans le détail dans l'heure qui vient, l'Union européenne projette à la frontière ce qu'elle impose déjà en son industrie européenne. Et donc, dans la mesure, elle doit le faire d'une manière non discriminatoire, même s'il y aura probablement quelques frictions avec les pays tiers sur la mise en œuvre en pratique de l'ajustement carbone à la frontière, le CBAM. Mais ce qu'on va voir relativement rapidement, mais donc en octobre 2023, c'est les premiers prémices, l'organisation, je dirais, administrative. La première taxe à payer sera en janvier 2026, ce qui laisse quand même quelques années pour se préparer. Et comme on vous l'expliquera, ça démarrera petit pour monter en puissance sur certains secteurs spécifiques. Donc, il reste quand même des années pour vous, pour vos industries, pour vous préparer. Ce que l'Europe va faire, c'est projeter à la frontière le type d'imposition ou le prix de l'émission carbone en Europe sera projeté à la frontière. Et chaque fois que le Maroc aura un mix énergétique plus intéressant que le mix énergétique européen, ce qui probablement sera souvent en raison de la manière dont vous produisez votre électricité, pour autant que vous respectiez les règles administratives à la frontière, ce sera des exercices très douaniers, on va vous l'expliquer également, vous serez en mesure de bénéficier du taux le plus bas. Et vous allez bénéficier du taux le plus bas dans un environnement international où l'Union européenne cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Je pense que depuis 1 an et quelques mois, la guerre en Ukraine nous a rendu très vigilants sur cet aspect-là, plus encore qu'on ne l'était par le passé.
de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Nos œufs énergétiques étaient en Russie. On a passé un premier hiver pas trop au froid. Je veux vous dire que moi, je suis ici en Belgique et le chauffement climatique, je lis beaucoup, mais on en parlait avec M. Bellassem tout à l'heure. Il ne fait pas très beau ici, donc on vous envie un peu le beau temps. Mais on a eu la chance d'avoir un hiver assez doux. Et donc, on a passé le premier hiver sans le gaz russe, ou pratiquement sans gaz russe. L'Union européenne cherche à faire la même chose dans l'industrie avec la Chine et diversifier les sources d'approvisionnement et donc de pousser ces industries à sortir de Chine, ou en tout cas à moins dépendre de la Chine. Et ça porte ses fruits. Les investissements européens en Chine ont diminué de 40% ces dernières années. Et où vont ces investissements-là? Ils vont en grande partie dans la périphérie immédiate de l'Union européenne. Et cette périphérie-là, c'est beaucoup l'Afrique du Nord et la Turquie. Et si vous regardez le mix énergétique des différents pays dans l'environnement immédiat de l'Union européenne, le Maroc a probablement le mix énergétique qui est le plus intéressant. Donc, sur ces remarques introductives, je vais vous passer la parole à Maître Fraissinet, qui est avec moi à Bruxelles et qui va vous présenter les grandes lignes de la taxe, de l'ajustement en carbone à la frontière de l'Union européenne. Merci à tous pour l'invitation. Donc, nous allons présenter le CBAM. Aujourd'hui, nous allons vous parler du CBAM qui a été adopté dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. Pourquoi? Nous verrons aussi que c'est une taxe qui n'apporte pas son nom, comme l'a déjà indiqué Maître Melin en introduction. Nous aborderons aussi le champ d'application du CBAM, à quel produit s'appliquera ce mécanisme d'ajustement. Nous exposerons ensuite les éléments clés du processus CBAM, qu'est-ce qu'il faudra faire en pratique, notamment car l'entrée en vigueur du CBAM est très proche, octobre 2023, donc nous sommes dans les derniers mois avant l'entrée en vigueur de ce mécanisme. Nous aborderons également les liens entre le CBAM et le droit douanier européen, et enfin les conséquences pratiques du CBAM. Et nous pouvons ensuite répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc, on peut peut-être passer le slide, pardon. Donc, le CBAM s'insère dans le Pacte vert pour l'Europe, qui a été dévoilé par l'Union européenne en décembre 2019. Le Pacte vert pour l'Europe a pour ambition de faire du continent européen le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050. Donc, une des mesures proposées par le Pacte vert est donc ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le CBAM en anglais. Donc, ce mécanisme s'inscrit dans un objectif de décarbonisation de l'économie afin d'atteindre la neutralité carbone pour 2050. Donc, en réalité, l'ambition du CBAM, son ambition première est donc une ambition climatique de décarbonisation, de réduction des gaz à effet de serre dans l'Union européenne, mais aussi au niveau mondial. Comme dit en introduction, c'est l'Union européenne qui tente d'élargir sa politique climatique aux pays tiers qui souhaitent commercer avec l'Union européenne. En effet, le changement climatique est un problème mondial qui a besoin de solutions mondiales. Et donc, l'Union européenne adopte diverses mesures avec le Pacte vert pour l'Europe, mais il existe alors un risque de fuite carbone, car l'Union propose des mesures très strictes, mais d'autres pays, notamment des pays limitrophes à l'Union européenne, n'ont pas forcément suivi ou ne veulent pas forcément suivre ces mesures strictes. Et donc, la fuite carbone se produit lorsque des entreprises basées dans l'Union européenne vont déplacer leur production à forte intensité de carbone à l'étranger, vers des pays où des politiques climatiques moins strictes sont en place. Ou alors remplacer la production européenne par des importations de produits à forte intensité carbone au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est ici qu'intervient le CBAM. C'est un outil qui va permettre de fixer un prix équitable sur le carbone émis lors de production de produits à forte intensité carbone dans un pays tiers pour son importation dans l'Union européenne. Donc, en imposant un prix à payer à la frontière, le CBAM va veiller à ce que le prix du carbone
des importations soit équivalent au prix du carbone qui est payé dans la production nationale par les opérateurs européens dans le cadre du ETS, du Emission Trading System, qui est en fait le système d'achat d'émissions qui existe déjà au sein des États membres. Et cela, donc ce CBAM est mis en place afin de ne pas compromettre les objectifs climatiques de l'Union européenne et en même temps d'encourager une production industrielle plus propre, plus verte dans les pays tiers. Donc, une opportunité pour le Maroc, comme indiqué en introduction. Donc, le CBAM est en discussion depuis le 14 juillet 2021. Il a fait l'objet de discussions auprès du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, qui sont les deux institutions de l'Union européenne qui sont chargées d'adopter ce règlement. Et il a été proposé par la Commission européenne, qui est la troisième institution qui a l'initiative législative et donc qui a proposé ce texte en juillet 2021. Il y a eu plusieurs discussions au Conseil et au Parlement qui ont ajouté leurs amendements. Et enfin, le 13 décembre 2022, le Conseil et le Parlement européen ont atteint un accord provisoire sur le CBAM. Et donc, conformément à cet accord provisoire, le CBAM commencera à entrer en vigueur à partir d'octobre 2023, donc dans quelques mois. Mais donc, concrètement, qu'est-ce que le CBAM? Donc, comme indiqué, en réalité, dans la pratique, le CBAM est une taxe, mais qui ne porte pas le nom de taxe. Donc, c'est une mesure qui vise à garantir que les biens importés paient un prix pour leurs émissions de carbone, qui est comparable au prix payé par les producteurs nationaux européens sous le système ETS. Donc, le système ETS, il s'applique aux 27 États membres, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et donc, pour cela, en pratique, les importateurs européens vont devoir acheter un certificat CBAM à l'importation, correspondant au prix du carbone qui aurait été payé si les marchandises avaient été produites conformément aux règles de l'Union européenne en matière de tarification carbone. Donc, en réalité, le CBAM est en fait une sorte de mesure miroir à l'obligation qui existe déjà d'acheter des quotas de carbone pour les opérateurs européens, pour les installations européennes sous le système ETS. Bien sûr, si le producteur du pays tiers peut prouver qu'il a déjà payé un prix pour son émission de carbone au sein de son État, ce prix pourra être entièrement déduit par l'importateur de l'Union européenne. Il n'y a pas de double comptage. C'est vraiment pour permettre de payer si les émissions ne sont pas déjà payées au sein du pays tiers qui souhaite importer dans l'Union européenne. Donc, avant le CBAM, afin de faire face à cette fuite carbone, la solution était en fait des droits d'émettre gratuits qui avaient été donnés à l'industrie européenne. Donc, les producteurs européens avaient un certain droit d'émettre, des certains quotas d'émissions gratuites où ils n'avaient pas besoin de payer. Et maintenant, on s'inscrit dans une transition où l'on va passer donc, de ces droits d'émettre gratuits à l'obligation du CBAM. Donc, légalement, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un droit de douane, mais dans la pratique, cela va agir comme une taxe ou un droit de douane, car le fait générateur du paiement du CBAM est la mise en libre circulation du produit sur le territoire douanier de l'Union européenne, comme le serait une taxe à l'importation ou un droit de douane. Mais donc, le CBAM ne va pas tout couvrir d'un coup, ça va être progressif. Il s'appliquera dans un premier temps aux importations de certains produits et précurseurs qui ont été sélectionnés, car leur production est à forte intensité carbone et présente un risque de fuite carbone important. En particulier, l'objectif du CBAM, c'est de permettre en fait à l'ETS, donc qui existe déjà au sein de l'Union européenne, de pouvoir s'appliquer au secteur avec une concurrence externe. Et donc, la Commission avait proposé initialement 5 secteurs, à savoir le ciment, le fer et l'acier, l'aluminium, l'engrais, l'électricité, qui a ensuite été rejoint par l'hydrogène au sein des discussions entre le Parlement et le Conseil. Et donc, notamment, ces secteurs sont visés pour leur émissions de dioxyde de carbone. Et le CBAM visera aussi certains précurseurs, donc qui sont des matériaux entrant dans la production des produits CBAM, ainsi que des produits en aval. Donc, l'industrie aval sera aussi concernée, notamment pour l'instant les vis et les boulons.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le CBAM, il s'applique sur les produits. Donc, c'est vraiment ce qui va déterminer s'il faut acheter un certificat CBAM. Ce n'est pas l'entreprise, mais c'est le produit qui compte. Et cette liste est amenée à s'allonger, notamment sur les produits en aval, car l'Union européenne souhaite éviter une délocalisation de ces industries en dehors de l'Union européenne. Le but est justement de réindustrialiser l'Union européenne. Et donc, certaines émissions indirectes également seront concernées. Mais je laisse Maître Melin expliquer plus en détail dans les slides qui suivent la mise en pratique concrète du CBAM et ce qui est attendu des opérateurs. Merci. Je vais en profiter j'ai déjà quelques questions que j'ai dans le chat ici. Donc, une question d'Ahmed Jafar qui demande que veut dire projeter à la frontière et qu'est-ce que je veux dire quand je parle du mix énergétique. Donc, projeter à la frontière, c'est quoi? C'est imposer la charge financière qui existe pour la production en Europe. Pour produire une tonne d'acier en émettant une certaine quantité de carbone coûte en Europe, parce que les producteurs européens doivent acheter des certificats ETS, Emission Trading System. Et à l'avenir, le CBAM imposera la même charge financière sur les produits qui sont importés dans l'Union européenne. Donc, c'est ça, projeter à la frontière, la charge qui existe sur les producteurs européens. Ensuite, pourquoi est-ce que le mix énergétique est important? Parce que je vais l'expliquer dans un instant, il y aura de la possibilité pour les importateurs de marchandises de pays tiers de payer moins de droits que, je vais revenir en arrière, la mise sur le marché des produits visés, donc ici ciment, engrais, vis et boulons, etc., entraînera une dette, une obligation d'acheter des certificats CBAM qui serait une dette par défaut. Je vais venir dans un instant. Il sera possible aux importateurs de payer moins que cette dette par défaut, dans la mesure où ils sont en mesure de démontrer que la fabrication du produit entraîne moins d'émissions que les valeurs par défaut. Et chaque fois qu'un pays produira des marchandises en émettant moins de carbone, il sera possible pour les producteurs et puis de ce pays de préparer des informations démontrant le carbone émis pour produire, par exemple, des vis, des boulons, une bobine d'acier. Et avec ces informations-là, les importateurs vont pouvoir payer moins de droits CBAM à l'entrée. Et un pays comme le Maroc, qui produit son énergie de manière plus verte que les autres pays du bassin méditerranéen, pour être clair, va pouvoir, les producteurs marocains vont pouvoir démontrer, moi j'ai produit mon acier, j'ai produit mon aluminium avec du courant hydroélectrique. Et donc mon impact carbone est nul ou faible. Et avec cette information-là, les importateurs en Europe pourront payer moins. Et donc c'est dans ce cadre-là que le mix énergétique du Maroc va bénéficier à l'industrie marocaine. Et j'ai une deuxième question d'Idriss Elon Sali qui demande comment va-t-on calculer cette taxe carbone à la frontière? Et ça, c'est l'objet des slides suivants. Je vais maintenant vous présenter quelques concepts. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques concepts qui vous permettent de comprendre comment ça va fonctionner en pratique. Première chose, pour pouvoir importer des produits CBAM, il sera, à partir d'octobre de cette année, obligatoire d'être autorisé à le faire. Et donc, pour pouvoir continuer à importer de l'acier, de l'aluminium et les autres produits visés par le CBAM aujourd'hui, les producteurs marocains, les négociants qui importent en Europe, dans l'Union européenne, des produits marocains, vont devoir trouver un déclarant autorisé ou se faire autoriser eux-mêmes par les autorités de l'État membre d'importation. Et ce déclarant autorisé devra démontrer une compétence dans le calcul du contenu carbone des marchandises importées et, de manière importante également, devra fournir des garanties financières
qui pourront être utilisés à première demande par les autorités de l'État membre d'importation. Le déclarant autorisé devra remettre chaque année une déclaration CBAM. Et la déclaration CBAM reprend l'ensemble des importations réalisées au cours de l'année précédente et les certificats qui ont été achetés pour pouvoir mettre ces marchandises sur le marché européen. Et cette déclaration CBAM-là sera utilisée par les autorités dans les États membres pour vérifier que le nombre nécessaire, le nombre requis de ces certificats CBAM a bien été acheté au moment de la mise sur le marché. Chose importante, à défaut d'informations sur la charge carbone qui est contenue dans un produit qui est importé, donc si vous ne savez pas, si l'importateur ne sait pas quelle quantité de carbone, de gaz à effet de serre ont été émises pour produire le produit en question, il sera nécessaire de payer une valeur par défaut. Et donc, vous retrouverez dans le règlement, ces règlements n'existent pas encore, donc on ne connaît pas encore ces valeurs par défaut, mais ce qu'on trouvera, ce seront des codes tarifaires. Donc, si vous faites de l'apport-export vers l'Union européenne, vous êtes au fait du fait que chaque marchandise doit être classée dans une position tarifaire. Si la position tarifaire du produit que vous importez est l'une de celles qui est couverte par le règlement, vous allez devoir regarder le montant à payer ou le montant de CBAM à acheter au moment de l'importation. Et donc, ce sera quelque part très mécanique. Vous importez les produits couverts, vous les déclarez, vous devrez payer certains droits de douane, mais également, vous devrez faire en sorte d'avoir acheté au moment de l'importation suffisamment de certificats CBAM. Si vous ne connaissez pas le carbone qui a été émis pour fabriquer le produit en question, vous payerez le maximum. Et si vous savez quelle est la quantité de carbone qui a été émise pour produire la marchandise en question, à ce moment-là, vous pouvez demander le bénéfice d'un taux réduit, peut-être de 0. Et donc, c'est dans ce mécanisme-là qui va nécessiter de connaître l'empreinte carbone des produits importés, de comprendre la manière dont cette empreinte carbone doit être documentée et comment ces documents doivent être communiqués aux autorités européennes. C'est dans ce processus-là qu'une industrie qui émet moins de carbone qu'une autre va pouvoir bénéficier d'un avantage concurrentiel et un accès au marché européen qui sera plus grand. Donc je continue la liste ici des concepts de base du CBAM. Il y aura donc des certificats CBAM qui sont des droits d'émettre qu'il sera nécessaire d'acheter au moment de l'importation ou avant. Ces certificats CBAM auront un cours qui va fluctuer. Il fluctuera de manière hebdomadaire parce que le prix du certificat CBAM sera lié au prix du certificat ETS, mais chaque semaine. Les certificats ETS, donc ce que les producteurs européens doivent acheter pour pouvoir émettre du carbone en Europe, le cours est journalier. Le cours du certificat CBAM sera hebdomadaire, mais la valeur du certificat CBAM sera directement liée à la valeur du certificat ETS, juste sur une moyenne hebdomadaire. Il sera possible pour l'importateur de faire valoir, dans certaines conditions qui ne sont pas encore connues, donc nous attendons maintenant, et c'est quelque chose que je ne pense pas qu'on l'a déjà expliqué, donc le texte du règlement est connu, l'accord qui a eu lieu en décembre, il est final, donc on n'a plus, l'accord politique est là. Ce qu'on attend maintenant en mai, c'est la publication du texte final, quand il aura été traduit dans les 24 langues de l'Union européenne. Nous aurons le règlement publié, et donc avec dans toutes ces versions linguistiques. Et à ce moment-là, la Commission va communiquer un projet de règlement d'exécution qui expliquera comment une série de dispositions du règlement de base, comment ces dispositions seront mises en œuvre.
Comme Isabelle l'a expliqué, en octobre, le règlement entrera en vigueur, mais uniquement certaines dispositions provisoires, qui en sont celles qui concernent toute la mécanique de déclaration, d'autorisation, de soumission de rapports annuels. Tout ça va entrer en vigueur tout de suite, mais sans obligation fiscale, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'obligation d'acheter de certificat CBAM à partir d'octobre. Cette obligation-là entrera en vigueur que le 1er janvier 2026. Et donc, il se passera quelques années de rodage où les déclarants se feront autoriser, soumettront leurs déclarations. Les déclarations seront revues par les autorités et les éventuelles erreurs commises auront l'occasion d'être repérées avant que ça n'ait un impact fiscal. C'est très important de comprendre. Quand on aura le règlement d'exécution, on aura toute une série de détails supplémentaires qui nous permettront de comprendre notamment comment le prix du carbone éventuellement payé dans un pays tiers peut être valorisé à la frontière. Et là, je vais m'arrêter un instant, c'est intéressant de comprendre qu'il y a aujourd'hui assez peu de pays dans le monde qui ont des mécanismes de taxation des émissions carbone, similaires à ce que l'Union européenne a. Je pense qu'il y a la Suisse, le Royaume-Uni, les trois pays de l'espace économique européen qui ne sont pas de l'Union européenne, et puis la Corée, le Canada vient d'adopter un mécanisme, et quelques États américains des États-Unis. Donc il y a globalement assez peu d'endroits où les entreprises doivent acheter sur un marché des droits d'émettre. Maintenant, l'entrée en vigueur du CBAM crée un appel. Et donc, il y a pas mal de pays qui réfléchissent à l'introduction de mécanismes similaires à l'ETS pour taxer les émissions ou rendre plus coûteuses les émissions carbone sur leur marché national et dans l'espoir, dans l'idée de valoriser ce mécanisme-là auprès du CBAM et de l'Union européenne. Donc, nous parlons régulièrement avec des ambassades de pays tiers. Nous travaillons pour certaines d'entre elles à Bruxelles. Et donc, clairement, des pays tiers en Asie, ailleurs, sont maintenant en train de travailler soit à la réalisation la création de leur ETS pour créer une discipline auprès de leur industrie pour qu'elle sache comment évaluer l'impact carbone de leur processus industriel et comment faire remonter cette information-là auprès des autorités nationales. Par exemple, si le Maroc adopte son ETS auprès des autorités marocaines et comment faire valoriser du Maroc directement vers l'Union européenne, comment valoriser ces informations sur les émissions de chaque entreprise. Les pays qui ont déjà des ETS cherchent à faire reconnaître toutes leurs procédures et les certificats qui doivent être achetés dans les pays tiers, les faire reconnaître automatiquement par l'Union européenne. Donc, il y a beaucoup de dialogue aujourd'hui entre les pays tiers et la Commission européenne, dans l'espoir de faciliter l'accès au marché européen chaque fois qu'il y a un ETS qui taxe l'émission carbone dans les pays tiers. Donc, à savoir, le prix du carbone déjà payé dans le pays d'origine il sera possible de le valoriser dans des manières qui, encore aujourd'hui, qui n'est pas encore parfaitement connue. Et il y aura, cinquième point ici, des exemptions géographiques. Donc, je viens déjà de l'évoquer, les trois pays de l'espace économique européen, l'Islande, Norvège et le Liechtenstein, la Suisse et probablement le Royaume-Uni. C'était beaucoup moins clair il y a quelques mois quand les relations européennes UE-Royaume-Uni étaient fort tendues. Aujourd'hui, je pense que ce sera probablement le prochain pays à avoir son système ETS reconnu par l'Union européenne. Et donc, il y aura des exemptions géographiques, ce qui veut dire que chaque fois qu'un produit sera importé depuis un pays qui a un système reconnu par l'Union européenne comme étant équivalent à l'ETS, il n'y aura pas de taxe carbone. Donc, un producteur suisse pourra mettre ses produits sur le marché européen sans taxe carbone parce que l'Union européenne considère que le CBAM suisse, l'ETS suisse est équivalent à l'ETS européen. Et je reviendrai dans un instant, tout ça pose des tas de questions très douanières. C'est quoi un produit suisse?
Si vous envoyez votre produit en Suisse et que vous le finissez du Maroc vers la Suisse et que vous le finissez en Suisse, est-ce que le produit devient suisse? Tout ça, ce sont des questions très, très douanières. Et alors, une chose que nous, on regarde de près en tant que praticien de l'import-export et des problématiques qui arrivent à la frontière, c'est comment est-ce que le CBAM sera mis en œuvre en pratique et comment est-ce que les risques vont se manifester pour les opérateurs. Et pour ceux d'entre vous qui êtes déjà actifs dans l'import-export vers l'Union européenne, probablement vous utilisez aujourd'hui les droits de douane réduits en faisant état d'une origine préférentielle pour vos marchandises. Et l'origine préférentielle, quand vous y réfléchissez, va fonctionner de manière assez similaire à la manière dont le CBAM fonctionnera. Vous mettez une marchandise sur le marché européen et si vous souhaitez bénéficier d'un taux réduit, vous devez faire une déclaration et vous devez détenir des informations qui permettent de démontrer que votre marchandise remplit certains seuils de valeur ajoutée, notamment, ou de certaines opérations à réaliser au Maroc ou dans le bassin méditerranéen. Et si c'est sur la base des informations que vous détenez, qui vous permettent d'expliquer comment votre produit est fabriqué et par qui, vous pouvez bénéficier d'un taux réduit. Le taux réduit, il vous est donné sur la base de la déclaration. Donc vous importez, vous avez une déclaration, vous avez le taux réduit, et dans les 2 ans qui suivent, vous avez des contrôles douaniers qui vérifient qu'effectivement, vous pouviez bénéficier du taux réduit. Le CBAM va fonctionner d'une manière assez similaire. Vous allez placer sur le marché un produit fabriqué au Maroc, vous allez devoir évaluer le carbone qui est émis pour la production du produit en question, ce qui a posé toute une série de questions dont je reviendrai dans un instant. Et vous allez faire une déclaration peut-être pour bénéficier d'un taux réduit. Vous allez dire, moi, l'impact carbone de mon coil d'acier, il est celui-là. Et donc, j'aimerais bien bénéficier d'un taux, j'aimerais bien devoir acheter moins de certificats CBAM à l'importation. Vous allez pouvoir le faire sur la base de la déclaration, simplement. Et 1 an ou 2 après, vous allez avoir des contrôles qui vont vérifier comment vous avez calculé votre impact carbone pour voir si, effectivement, vous pouviez bénéficier d'un taux réduit. Et donc, la logique va être exactement la même, la mise en œuvre va être exactement la même également, parce que ces certificats CBAM, cette taxe carbone à la frontière, comme les droits de douane, ce sont des revenus qui sont collectés par les États membres, mais au bénéfice du budget de l'Union européenne. Et donc, il y a beaucoup de risques liés à ce mécanisme d'une demande d'un taux de douane, droit de douane préférentiel. Il y aura demain le même type de risque pour une demande de bénéficier d'un taux CBAM réduit, parce que chaque fois que vous le ferez, vous soustrairez des revenus à l'Union européenne. Et donc, vous avez une série d'institutions au sein de l'Union européenne qui vérifient que le bon montant sont bien payés à l'importation. Donc, les erreurs peuvent être très coûteuses. Si vous savez de quoi je parle, parce que vous avez fait l'objet d'enquêtes des douanes liées à l'origine préférentielle, vous savez de quoi vous comprenez le risque. Un risque de la même nature existera demain pour le CBAM. Je mentionne ici aussi en dernier point de ce slide le fait que ce processus est complexe. Il y a quelques années, quand on me demandait ou on m'objectait que le CBAM n'arriverait sûrement pas, c'était impossible de voir quelque chose d'aussi complexe adopté par l'Union européenne. Et d'expérience, moi je sais que l'Union européenne adore la complexité, surtout lorsque cette complexité est un écran ou un obstacle à la mise sur le marché européen de marchandises. Ça a deux conséquences. Ça rend l'importation de marchandises de pays tiers plus compliquée, ce qui protège le marché européen. Donc, il y a cet incitant-là. Et la complexité peut générer des ressources pour l'Union européenne, parce que chaque fois qu'une erreur est commise, une dette
douanière ou une dette de CBAM sera créée. Et donc, il y a un appétit pour l'Union européenne pour la complexité chaque fois que ça touche la frontière. Et de nouveau, ceux d'entre vous qui ont l'expérience de l'origine préférentielle savent exactement de quoi je parle. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. L'entrée en vigueur du CBAM, c'est le 1er octobre de cette année, donc c'est vraiment tout de suite. Vous aurez le texte. Donc le texte du CBAM est connu en anglais. Une version française sera disponible dès que le règlement sera publié dans les prochaines semaines. Au même moment, comme je vous l'ai expliqué, on aura un projet de règlement d'exécution disponible en anglais. Il sera d'ailleurs soumis à commentaires de la part des différentes associations professionnelles. 1er octobre 2023, toute la mécanique administrative sera mise en œuvre. Et donc, l'obligation pour les déclarants de se faire autoriser, de récolter des informations sur le carbone émis pour la production des produits mis sur le marché et de réaliser des rapports annuels. Et donc, on aura une période de rodage comme ça jusqu'au 31 décembre 2025. 1er janvier 2026, le système entre en vigueur de manière complète. À ce moment-là, les importateurs devront, sur la base de la marchandise déclarée, mise en libre pratique au sein de l'Union européenne, devront s'acquitter, acheter un nombre de certificats CBAM exigés par le règlement d'exécution qui sera en vigueur à ce moment-là. Donc concrètement, ce que ça signifiera, c'est la mise sur le marché générera une dette par défaut de CBAM pour les produits qui sont couverts. On ne connaît pas encore le nombre de certificats CBAM qui devront être achetés par marchandise. Ce qu'on aura, c'est comme pour le tarif, par classification, on aura, si vous regardez le tarif douanier aujourd'hui, par position tarifaire, vous avez un taux X% pour ce produit-là. Et donc, sur la base de la manière dont vous classez vos produits, vous savez quel est le taux qui s'applique. Demain, vous aurez une colonne de plus pour les produits CBAM. Vous saurez que vous devez acheter un certain nombre de certificats CBAM. Je l'ai expliqué tout à l'heure, la valeur du certificat CBAM sera liée à la valeur de l'ETS. Maintenant, comme Isabelle l'expliquait tout à l'heure, les producteurs européens aujourd'hui, dans les industries exposées, notamment acier, aluminium et les entreprises visées par le CBAM aujourd'hui, ne payent pratiquement pas leur droit d'émettre dans l'ETS. Et donc, l'Union européenne ne peut pas imposer le droit plein. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 100 euros pour la tonne de carbone émise. On ne peut pas imposer ça sans correction pour chaque produit qui est importé dans l'Union européenne. Donc, il y aura un mécanisme de correction qui fera le lien entre le prix réellement payé par les producteurs européens et le CBAM. Et la manière dont ce sera mis en œuvre, ce sera par le nombre de certificats CBAM à acheter que vous trouverez dans le règlement au moment de l'importation. Ce qui nous fait penser que, vu qu'aujourd'hui, et ce sera toujours le cas le 1er janvier 2026, le prix réel payé par les producteurs européens pour leur émission de gaz à effet de serre est bas, le prix à payer le 1er janvier 2026 pour les produits couverts sera bas également. Et donc, on a aujourd'hui une période transitoire jusqu'à la fin 2025. Au 1er janvier, on aura un CBAM qui sera à un taux faible, très certainement un taux faible, c'est une chose que les pays tiers regardent de près. Et si l'Union européenne traite différemment les émissions européennes et les émissions de pays tiers, là, il y a une violation des règles de l'OMC, ce qui fait que l'Union européenne s'expose immédiatement à des procédures à Genève ou qu'elle perdrait. Donc, c'est pour ça que tout le monde pense que le prix du certificat CBAM au départ sera faible. En tout cas, le nombre de certificats CBAM à acheter pour chaque produit apporté sera bas. Et au fur et à mesure que les certificats ETS deviennent payants, de manière plus exacte, au fur et à mesure que le nombre de certificats ETS mis gratuitement à disposition
des industries dans l'Union européenne se réduira, le nombre de certificats CBAM à acquérir pour la mise sur le marché des produits CBAM augmentera. Et donc, on aura une période de transition de plus de 5 ans. Je pense qu'on a une période de transition jusqu'en 2037. Donc, ça amène 10 ans de période transitoire où le prix réel de limite du carbone sera graduellement mis en œuvre. Donc, on aura une période où le prix de mise sur le marché des marchandises couvertes sera de plus en plus élevé, ce qui laissera l'occasion également aux entreprises de s'adapter. À nouveau, chaque fois que l'empreinte carbone d'un produit n'est pas connue, il est toujours possible de le mettre sur le marché européen, mais en payant, en achetant le nombre de certificats CBAM prescrits dans le règlement. Et donc ça, tant que le nombre de certificats CBAM restera bas, l'accès au marché européen ne sera pas trop impacté. Et ça changera, comme je l'expliquais, sur une période de 10 ans. J'ai déjà évoqué le lien intéressant qui existe entre le CBAM et le droit douanier européen. Première chose qu'il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas... La Commission européenne est organisée en différentes directions générales. Concurrence, commerce, énergie, agriculture, environnement, taxes. Le CBAM n'est pas dans le département de la Commission européenne qui s'occupe de l'environnement. Depuis début 2019, qui est le moment où on a eu les premiers frémissements, les premières idées autour de l'imposition d'un ajustement carbone à la frontière, le département de la Commission qui travaille sur le CBAM, c'est le département fiscal, qui s'appelle la DG Taxe Sud. Ce n'est pas innocent. Aujourd'hui, si vous allez voir la DG Taxe Sud, ils vont vous expliquer on ne comprend pas très bien pourquoi ce dossier environnemental nous a été confié. Mon opinion à ce sujet-là, ce n'est pas vrai du tout. En réalité, la taxe carbone est l'une des nouvelles ressources propres de l'Union européenne. Vous expliquez que les droits de douane sont des ressources propres que l'Union européenne reçoit pour son budget de fonctionnement. C'est assez important d'ailleurs, 15% du budget de l'Union européenne, c'est les droits de douane. La taxe carbone est une nouvelle ressource propre créée pour l'Union européenne. Et elle a été créée au moment où l'Union européenne a emprunté, je ne sais pas si vous avez suivi ça au Maroc, mais au moment de l'Union européenne, au moment du Covid, de la pandémie, a emprunté 800 milliards d'euros pour relancer l'économie. Et le CBAM est l'une des ressources propres qui est liée à le remboursement de cet emprunt sur une période de 30 ans. Et donc, la création d'une nouvelle recette fiscale annuelle pour pouvoir rembourser cet emprunt sur une génération, c'est l'une des raisons pour laquelle la taxe carbone a été créée. Et donc, c'est important de comprendre que cette taxe, cet ajustement a été créé par les mêmes personnes qui mettent en œuvre et contrôlent la perception des droits de douane. Et d'ailleurs, quand vous lisez le règlement, c'est une chose qui frappe immédiatement, c'est qu'on retrouve toute une série de concepts qui sont purement douaniers. Et donc, on a par exemple l'obligation, pour savoir si un produit est un produit CBAM ou non, et vous avez aujourd'hui, comme Isabelle l'expliquait, l'acier, l'aluminium dans la plupart des produits primaires d'acier et d'aluminium, mais également des produits qui sont pratiquement finis, voire finis. On a des tuyaux en acier. On a également des boulons et des vis qui sont des produits finis, qui sont des produits qui sont vendus directement pour la grande distribution. Pour savoir si le produit que vous importez est une vis et boulon du type couvert par le CBAM, vous devez classer votre produit. Et le classement tarifaire est une discipline compliquée qui vous permet de savoir quel est le taux de droit qui s'applique. Et donc, sur la base de la classification, demain, vous saurez également si vous devez payer en plus des certificats CBAM à l'importation.
J'ai expliqué tout à l'heure que certains pays échappaient au CBAM parce qu'ils ont des systèmes ETS jugés équivalents. C'est le cas des 3 pays de l'espace économique européen. C'est le cas de la Suisse, ce sera probablement le cas du Royaume-Uni, peut-être demain de la Corée et d'autres pays qui ont un ETS qui fonctionne. Pour savoir si un pays est originaire de Suisse, il faut déterminer son origine douanière. Et donc ça, c'est une discipline également assez complexe, qui n'est pas sans risque. Mais vous devez, dans les grandes lignes, déterminer si la marchandise a subi des ouvraisons substantielles, telles que définies dans des règles de liste, qui parfois sont des valeurs ajoutées, parfois des sauts tarifaires, parfois les deux. Et donc, vous devez connaître ces règles d'origine pour pouvoir affirmer, sans vous tromper, que votre produit est suisse et que dès lors, il ne doit pas être soumis à droit CBAM. Les importateurs dans l'UE doivent être autorisés, et on parle ici de déclarants, donc c'est clairement un concept de droit douanier européen. Le droit douanier ne parle pas d'importateur en Europe, il parle de déclarant. Le déclarant, c'est normalement, en principe, la société qui importe, mais ça peut être d'autres personnes. Ça peut être par une personne qui remplit la déclaration, par exemple un représentant douane. Ça peut être aussi quelqu'un qui est responsable d'une erreur douanière. On a des questions parfois qui sont assez amusantes sur le plan intellectuel, moins pour nos clients, mais si vous avez par exemple un produit pétrochimique qui est liquide, qui est transporté en citerne par train, et que vous avez une quantité 100 qui part, et une quantité 90 qui arrive parce qu'une partie s'est évaporée ou s'est perdue en cours de route, vous avez une partie 10, vous avez 10 que vous devez quand même déclarer, pour lesquels les droits sont dus. Et donc demain, imaginez l'hydrogène est couvert, vous avez une citerne d'hydrogène qui a un contenu 100 et qui arrive et qu'il n'y en a plus que 90. La personne qui est responsable de la perte devra payer des certificats CBAM. Qui est cette personne? Ce sera le déclarant. Et donc, qui est déclarant, ce n'est pas toujours clair, va décider qui devra payer la dette. Autre chose qui sera nécessaire pour pouvoir bénéficier des taux réduits, si vous ne souhaitez pas bénéficier des taux réduits, bien entendu, vous n'avez pas besoin d'informations, mais si vous souhaitez bénéficier des taux réduits, vous devrez disposer d'une comptabilité carbone détaillée. Vous devrez savoir, pour prendre le produit qui est le plus compliqué, les vis et boulons, les attaches. Vous importez ces vis et boulons en Europe, vous devez savoir quel est le carbone qui a été émis pour produire ces vis et boulons. Ça nécessite de savoir, pour un producteur de ce produit-là, ça nécessite de savoir quelles sont les émissions propres à l'entreprise qui émet. Ça nécessite de connaître les émissions des fournisseurs d'énergie, gaz, électricité, mais ça nécessite aussi de connaître les émissions de gaz à effet de serre par le producteur de l'acier qui rentre dans la fabrication des vis et boulons. Et ça, pour ceux d'entre vous qui suivent les problématiques climat, c'est ce qu'on appelle les émissions de type 3. Donc, c'est la catégorie d'émissions qui n'est pas celle du producteur ni celle de ses fournisseurs énergétiques, mais celle de ses fournisseurs. C'est les émissions les plus difficiles à obtenir. Si vous n'avez pas ce type d'information-là, vous devrez payer, en tout cas pour la partie acier de vos vis et boulons, vous devrez payer la valeur par défaut. La manière dont ça va fonctionner exactement n'est pas encore connue. La Commission a été sensibilisée notamment par les gouvernements de pays tiers sur cette problématique-là. Il est très difficile pour des entreprises, même grandes et moyennes, d'obtenir ce type d'informations de la part de leurs fournisseurs. Donc la Commission explique qu'elle y travaille, elle cherche des solutions pour aider les petites et moyennes entreprises notamment, mais il est très probable qu'à défaut d'informations sur les émissions des fournisseurs, une valeur par défaut s'appliquera. Et donc, pour pouvoir bénéficier au maximum du CBAM, quand on est dans un pays où les émissions sont moins élevées ou peu élevées, il sera nécessaire de bénéficier d'une comptabilité carbone très détaillée et de pouvoir la présenter et l'expliquer
aux autorités douanières et d'exécution dans les États membres. Et donc ça, ce sera quelque chose qui sera compliqué et, comme j'expliquais tout à l'heure, probablement assez similaire dans son intensité et dans le niveau de détail exigé à ce qui est requis pour pouvoir bénéficier d'un taux réduit dans le régime préférentiel. Et je le répète, le CBAM étant une nouvelle ressource propre de l'Union européenne, son contrôle sera dans les mains des mêmes personnes. Et il y a au sein de l'Union européenne un office qui s'appelle l'Office de lutte antifraude européenne. Son acronyme, il est connu dans toutes les langues sous son acronyme français, le LAF. Le LAF est là pour protéger le revenu de l'Union européenne. Je vous ai expliqué que le revenu de l'Union européenne dépend en grande mesure de la bonne perception des droits de douane. Demain, il dépendra de la bonne perception des certificats CBAM. L'Office de lutte antifraude de l'Union européenne est très, très pointilleux sur l'interprétation des règles, parfois de manière assez surprenante. Et donc, l'ignorance est en général source de très grandes déconvenues en matière douanière, et on s'attend à ce que ce soit la même chose pour le CBAM. Chaque fois qu'une entreprise demandera le bénéfice d'un taux réduit de CBAM, elle s'exposera à un risque. Et ce risque-là, s'il n'est pas bien maîtrisé, peut rapidement se traduire par des dettes énormes. Et ça, on le voit très, très régulièrement en matière douanière. Et il faudra se prémunir de l'erreur douanière également pour le CBAM. Donc, si une entreprise qui souhaite importer des produits marocains soumis à CBAM vers la Suisse, par exemple, où il n'y a pas de CBAM, en tout cas pas encore, et dans le transit n'est pas réalisé de manière conforme, de telle sorte que, par erreur douanière, la marchandise est mise en libre pratique avant d'arriver en Suisse, il y aura non seulement les droits de douane à payer, peut-être des droits de sauvegarde aussi, si c'est un produit de l'acier, mais il y aura demain des droits des certificats CBAM à acheter. Et vu qu'ils n'auront pas été achetés au moment de la mise en libre pratique, vu que c'est une libre pratique qui a été réalisée par erreur, il y aura également des amendes, peut-être des pénalités parfois correctionnelles, c'est le cas souvent, en Belgique notamment. Donc, une matière à haut risque, où la conformité permettra un accès facilité au marché européen chaque fois que les émissions de carbone seront plus faibles que les concurrents, mais avec le risque de devoir payer le CBAM par la suite si on n'est pas en mesure de démontrer pourquoi on devait bénéficier d'un taux réduit. Et concrètement, que faire? Aujourd'hui, nous sommes en début avril 2023. Que faire pour se préparer pour le CBAM? Si vous avez reconnu dans la liste des produits hydrogène, acier, aluminium, ciment, vis et boulons, etc., si ce sont des produits dont vous vous occupez aujourd'hui, il est plus que temps de vous intéresser à la problématique pour pouvoir, dès octobre de cette année, être en conformité sur le plan administratif, donc ne pas mettre en libre pratique des marchandises au travers d'un importateur déclarant qu'il n'est pas autorisé, mais gardez le 1er janvier à l'esprit, parce que le 1er janvier, vous devrez acheter des certificats CBAM. Et donc ça, c'est important d'y travailler tout de suite. Isabelle l'a évoqué en début de présentation. Si vous exportez aujourd'hui ou fabriquez aujourd'hui des produits qui ne sont pas visés, vous devez quand même être très attentif parce que dans le CBAM, le CBAM ne couvre, à part les vis et boulons, il ne couvre aucun produit fini. Donc on n'a que des produits intermédiaires. Ça, à partir du moment où le CBAM va commencer à coûter vraiment plus que des valeurs minimes, mais va commencer à rendre l'importation d'aluminium et d'acier sensiblement plus onéreuse.
ça va avoir un impact sur toutes les chaînes de production en aval. Donc, imaginez la production automobile, la production de téléphones, toutes les productions vont être soumises à cette concurrence de la part de produits finis qui, étant basés hors de l'Union européenne, ne seront pas soumis à la même charge de CBAM ou de TS. Donc, si l'Europe ne fait rien, ben, on se sera tiré une balle dans le pied et on aura poussé, pour protéger des industries en amont, on aura poussé la délocalisation de l'industrie en aval. Donc, je ne sais pas si vous suivez l'actualité européenne, mais ce n'est pas du tout l'idée. Aujourd'hui, l'Union européenne cherche à relocaliser la production. La relocaliser, si possible, dans l'Union européenne ou à tout le moins dans sa périphérie. D'ailleurs, le Maroc est un des pays qui bénéficie de ces mouvements-là. Donc, assez rapidement, il est très probable que le CBAM couvre tous les produits, ou pratiquement tous les produits. Et donc, on a cette liste de produits qui sont dans l'annexe du règlement. Cette liste est amenée à s'allonger. Et donc, vous devez déjà vous interroger, si vous n'êtes pas dans la liste de produits couverts aujourd'hui, vous interroger sur votre empreinte carbone. Parce que vous devrez pouvoir démontrer, pas le 1er janvier 2026, mais peut-être quelques années après, quelle est votre empreinte carbone, sinon vous devrez payer un droit CBAM également sur vos produits. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de ça, que même si les horizons sont un peu plus éloignés, vous devez prendre connaissance de votre empreinte carbone, faute de quoi vous aurez des difficultés d'accès au marché européen, même si vous n'êtes pas visé immédiatement par le CBAM. Alors, j'en ai fini avec ma présentation principale. Vous parlant, je n'ai pas eu l'occasion de lire vos questions, je le fais maintenant. Merci beaucoup, cher maître Melin et Fressini, pour toutes ces précisions, tous ces détails sur ce nouveau mécanisme CBAM, sur son entrée en vigueur, sa genèse au niveau des organes de l'UE, ainsi que les obligations des déclarants pour les autorisations donc, et les certifications donc, qui sont nécessaires donc, par rapport au secteur et produits concernés. Vous avez énuméré les secteurs qui sont tout de suite concernés, à savoir l'acier, les engrais, ainsi de suite, les autres secteurs suivants, donc après la période transitoire. Donc, avec votre permission, donc on passe aux questions-réponses. Donc, je suppose que vous avez pu répondre aux 2 premières questions. Donc, par la suite, donc une autre question, ce qui comptera, c'est le mix énergétique du Maroc et celle utilisée par l'entreprise, donc avec un point d'interrogation. C'est bien le cas. Est-ce que vous souhaitez que vous preniez une série de questions et vous répondez, ou vous souhaitez répondre à chaque question à part donc, Mais je les ai sous les yeux ici, donc c'est peut-être plus facile que je les regarde maintenant. Donc, ce qui comptera, c'est le carbone contenu dans le produit qui est apporté. Et donc, pour répondre à votre question, ce qui compte, c'est ce que c'est le mix énergétique du Maroc ou de l'entreprise, ce sera celui de l'entreprise. Maintenant, il y a un concept qui n'est pas encore tout à fait, qui n'est pas détaillé dans le règlement, qui est celui de contournement. Et il est prévu, et pour nous c'est un risque pour les entreprises, il est prévu que en cas de contournement, le bénéfice d'un droit réduit ne soit pas permis. Donc, on pourrait ici imaginer une entreprise qui, ayant un mix énergétique elle-même, une entreprise qui a accès à de l'énergie verte et de l'énergie fossile, qui décide de restructurer ses chaînes de production ou ses exportations pour concentrer vers l'Union européenne exclusivement celles qui bénéficient du taux réduit, il n'est pas exclu que ça puisse faire l'objet d'enquêtes anti-contournement du CBAM. Donc ça, c'est une chose à regarder. Et c'est une chose auquel les gouvernements des pays tiers parlent, une chose dont les gouvernements des pays tiers parlent avec la Commission pour pouvoir clarifier ce point.
mais globalement, ce sera le mix énergétique d'une entreprise. Donc, si l'entreprise, et même au-delà de l'entreprise, ça devrait être par site de production. Par site de production, si vous avez une production d'aluminium qui est fournie en énergie depuis un barrage hydroélectrique, vous allez pouvoir bénéficier d'un taux réduit, voire nul. Et donc, ce ne sera pas le mix énergétique du Maroc au total, même si le mix énergétique du Maroc au total a un intérêt, vu qu'il va pouvoir bénéficier en moyenne aux entreprises marocaines. J'ai une question. Oui. Autre question, du point de vue juridique, comment la responsabilité est-elle partagée entre importateurs de l'UE, tenu de déclarer le bilan carbone de son fournisseur, et l'exportateur du pays tiers? Donc, l'exportateur n'est jamais en première ligne pour ce type que ce soit pour les droits ou demain pour le CBAM. L'exportateur fournit les informations à l'importateur. Et l'importateur, c'est lui qui sera responsable du paiement exact des droits de douane et du paiement exact des montants CBAM dont il doit s'acquitter au moment de la mise sur le marché européen. Ça ne met pas à l'abri l'entreprise marocaine de recours sur une base contractuelle. D'ailleurs, ça arrive très régulièrement. Si une entreprise d'un pays tiers garantit une certaine origine et demain garantit une certaine empreinte carbone, si après vérification de la part des autorités, l'origine n'est pas acquise, vous bénéficiez du taux réduit, si demain l'empreinte carbone se révèle être plus élevée que celle qui a été déclarée, ça va avoir une conséquence financière, et cette conséquence financière-là, entre les deux parties, va générer des responsabilités contractuelles. Et ça, on voit très souvent, en fonction de pour qui on travaille, nous, des fois des importateurs, des fois des exportateurs, il faut être très clair dans les contrats qu'on signe, dans les contrats de fourniture, qui est responsable de quoi. Et donc, quel incoterm, quelle responsabilité. Moi, je vous mets mes articles à disposition ex-works Rabat, et puis après, vous vous arrangez. Ou alors, moi, ce qui va vous donner peut-être un désavantage concurrentiel, ou alors vous dites, écoutez, moi, j'ai fait mon travail, je sais exactement ce que j'ai, je m'engage. Et je vous vends ça, et je vous garantis que le taux CBAM sera celui-là, et peut-être origine préférentielle, celle-là. Et après, si en cas d'erreur, je prends ça en charge. Ou d'autres entreprises vont décider de distribuer les marchandises elles-mêmes, depuis des filiales qu'elles ont créées dans l'Union européenne, et donc devenir elles-mêmes un importateur. Mais donc, concrètement, l'importateur est toujours responsable et il va se retourner contre l'exportateur chaque fois qu'il le peut, en cas de problème. Autre question, est-ce que la compensation va se faire sur le bilan carbone intégral ou bien uniquement sur la base énergétique? Et comment va se faire la traçabilité du bilan carbone de ces produits? Alors, on entre là vraiment dans le détail de comment s'opérera la comptabilité carbone. C'est un travail qui est en cours, donc je n'ai pas la réponse à cette question. Sur la base de ce que vous apportez, vous saurez quel est le montant de certificat CBAM à acheter. Après, vous aurez l'occasion de démontrer que vous avez le droit de bénéficier d'un taux carbone réduit. La manière dont ce mécanisme-là fonctionnera fait l'objet maintenant d'un règlement qui n'est pas terminé et qui n'est pas communiqué. Donc, il faudra regarder ça dans les semaines et mois qui viennent. Ce qu'on entend, c'est que ce travail, en réalité, se fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Union européenne travaille aujourd'hui intensément sur un règlement batterie industriel. Et donc, dans le règlement batterie, il se retrouve des obligations d'audit de la chaîne logistique, supply chain due diligence, mais également des obligations d'indication de l'empreinte carbone. Et ce qu'on entend, c'est que c'est dans le cadre de ce règlement-là
que les procédures détaillées de comptabilité carbone sont réalisées. Et qu'une fois que ces règles seront terminées, donc elles sont en discussion avec l'industrie automobile et les industries acier et aluminium couvertes. Une fois que le détail de ces règles-là sera finalisé, le même type de règles sera appliqué au CBAM. Et donc, tout ça devrait se fixer à l'été. Tout du conditionnel, de la rumeur, des choses qu'on entend parce qu'on est assez actif pour des clients à Bruxelles. Et donc, quand on parle à gauche, quand on parle à droite, on obtient des informations. Mais les règles exactes sont en cours de réalisation dans le secteur des batteries. Elles devraient être connues à l'été. Et on s'attend également, je disais que des secteurs allaient s'ajouter au CBAM rapidement. Il est très probable que le premier secteur qui soit ajouté, peut-être même avant le 1er janvier 2026, c'est les batteries industrielles qui deviennent le produit CBAM qui s'ajouterait aux autres produits déjà couverts. Donc, les méthodes, pour répondre à la question de Youssef ou ne pas y répondre, la méthode exacte de détermination du contenu carbone n'est pas encore connue. Mais elle ne sera pas complètement éloignée, elle ne sera pas complètement différente de ce qui existe aujourd'hui dans l'ETS. Et donc, les industries européennes qui sont soumises à l'ETS, et moi, je ne suis pas un avocat ETS, donc je sais que ça existe, mais je n'ai jamais regardé comment ce type de reporting se faisait. Les entreprises qui établissent leur comptabilité carbone pour l'ETS ne seront pas surprises, probablement, par ce qui est exigé pour pouvoir démontrer la comptabilité carbone, sauf que l'ETS s'applique aux émissions directes de catégorie 1, aux émissions des fournisseurs énergétiques catégorie 2, mais pas aux émissions des fournisseurs, parce que les fournisseurs sont eux-mêmes couverts par l'ETS. Donc, ce n'est pas nécessaire. Le CBAM va fonctionner de manière différente parce que pour chaque produit qui est mis sur le marché, il va être nécessaire de déterminer l'intégralité des émissions, ce qui nécessite d'aller chercher les émissions de catégorie 3 également. Donc, il y aura des différences, mais il y aura pas mal de similitudes. Autre question, est-ce que le secteur textile est concerné par cette taxe? Je pense que ça arriverait, voilà, pour le moment, non. Pas du tout aujourd'hui. Est-ce qu'il sera couvert demain? Peut-être. Pour moi, les produits qui sont les plus exposés au CBAM, qui ne sont pas couverts aujourd'hui, ce sont surtout ceux qui sont en aval des secteurs couverts. Donc, le textile, ce n'est pas le cas des produits textiles. Donc, je n'ai pas de réponse affirmative à donner là-dessus. Est-ce que vous me posez la question des voitures? Je dis oui. Pour moi, les voitures, 2030, très probablement couvertes. Le produit textile, c'est moins certain. C'est moins certain. À regarder. Alors, autre question, les entreprises doivent déclarer les émissions indirectes, mais est-ce que dans la première phase de la mise en place de cette taxe, les entreprises seront imposées sur ces émissions indirectes? Donc, à nouveau, le détail n'est pas connu. Ce à quoi on s'attend, c'est l'obligation de payer d'acheter un certain nombre de certificats CBAM, possibilité de réduire le nombre de certificats CBAM à acheter sur la base d'émissions, de la démonstration qu'il y a moins d'émissions que les émissions par défaut, dans la mesure où l'importateur ne dispose pas de l'information sur les émissions des fournisseurs. Par exemple, dans l'exemple des vis et boulons, n'a pas l'information sur les émissions de la partie sidérurgique. Dans cette mesure-là, on s'attend à ce qu'il y ait des valeurs par défaut qui s'imposent. Maintenant, comment tout ça va s'additionner, ça, nous ne le savons pas encore. Mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que l'absence d'information sur les émissions réelles va causer la perception d'une valeur par défaut. Ce que nous ne savons pas encore, c'est comment les différentes couches de fabricants vont
comment l'importateur de vis et boulons fabriqués au Maroc, par exemple, va pouvoir, lui, apporter la preuve pour comment est-ce que la fabrication des vis et boulons va être divisée en étapes. C'est un secteur que nous, on connaît assez bien, parce que c'était soumis à droit anti-dumping dans le passé. Donc, on a vu comment était fabriqué ce type de produit-là. Je pense qu'il n'existe pas un seul fabricant de vis et écrous et boulons qui fabrique lui-même les fils d'acier et les barres d'acier qui sont utilisées pour fabriquer les boulons et écrous. Donc, l'information n'est pas détenue même par le fabricant. Comment est-ce que la bill of material, donc la composition du produit va être divisée pour permettre à l'importateur d'ajouter ou de retirer certaines émissions carbone aux différentes étapes, je ne le connais pas encore. La question se pose également pour l'industrie sidérurgique qui peut être complètement intégrée, depuis le minerai jusqu'à la bobine, ou pas. Et donc, on a des bobines qui sont refendues, qui sont réenroulées, avec des fois des entreprises qui n'ont pas le contrôle de l'amont. Comment faire? Donc, comment est-ce que une entreprise comme celle-là qui vend ses bobines à des distributeurs en Europe, comment est-ce que cette entreprise-là va pouvoir valoriser une émission carbone pour une bobine qu'elle n'a pas fabriquée elle-même? Ce n'est pas des choses qui sont encore connues, mais c'est à regarder. Et c'est des choses qui deviendront publiques au moment où les règlements seront communiqués. Peut-être pas nécessairement déjà celui qui va arriver en mai, le projet de règlement, parce que celui qui arrive en mai ne devrait concerner que les procédures administratives, mais peut-être déjà. Et si ce n'est pas en mai, ce sera entre maintenant et l'entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Et là, feront surface, apparaîtront des problématiques très pratiques et la Commission sera à l'écoute, en tout cas des gouvernements et des entreprises qui sont en contact avec la Commission. La Commission sera à l'écoute des éventuels problèmes pratiques de reporting et de récolte de l'information. Alors, est-ce qu'on a une visibilité sur les prochains secteurs qui seraient concernés? Donc, batterie, probablement, l'aval des secteurs qui sont visés, donc tous les produits faits d'aluminium, les produits faits d'acier, très probablement. Ce sont les premiers parce que s'ils ne sont pas couverts, bon, les batteries, parce qu'on entend ça qu'il y a des obligations de marquage carbone, de reporting carbone, et on entend que ce sera un des prochains produits à être visés, et les produits aval, parce que s'ils ne sont pas visés, la production de ces produits va sortir de l'Union européenne. Donc, c'est indispensable de les couvrir rapidement. Les autres produits, ça doit être très spéculatif, c'est à regarder à l'œil. Alors, est-ce que la taxe carbone ou la décarbonation va impacter le prix du produit importé? Certainement. Donc, c'est l'idée. Ceci étant dit, et là, on touche... ça devient très sensible parce que une chose dont l'Union européenne s'est rendue compte avec la guerre et la crise énergétique de l'hiver dernier, c'est qu'il y a très, très peu de tolérance de la part du public pour une augmentation du prix des marchandises, pour quelque raison que ce soit. Donc, c'est probablement un des impacts que ça aura, c'est un renchérissement, un certain renchérissement des matières premières ou du compte des produits manufacturés. Donc oui, probablement. Est-ce que ce sera par contre beaucoup? Est-ce que ce sera mon sentiment, mais là ça n'engage que moi, c'est que l'Union européenne est en grande dépendance énergétique et en grande vulnérabilité énergétique, et qu'un des chantiers urgentissimes pour l'Union européenne, c'est de décarboner son économie, pas nécessairement pour l'environnement. L'environnement, c'est important. Et si vous parlez aux instances politiques, aux institutions, c'est le seul critère. Pour moi, il y a un critère qui est beaucoup plus important, c'est l'énergie renouvelable et le nucléaire
sont les seules énergies que nous produisons nous-mêmes. Et donc, en décarbonant notre économie, non seulement on fait ce qui est bon pour l'environnement, mais on fait ce qui est bon pour notre économie. Et donc, ce chantier-là est extrêmement coûteux, va nécessiter beaucoup d'investissements. Et donc, je pense que l'Union européenne je vois l'Union européenne investir massivement dans les énergies renouvelables. Et donc, je pense que l'Union va essayer de financer et de subsidier énormément l'installation en tout cas de production renouvelable pour le plus rapidement possible réduire son handicap concurrentiel causé par le fait que nous n'avons pas assez d'hydrocarbures en Europe. Donc, si ça se passe bien, donc c'est ça l'idée, si ça se passe bien, on devrait, dans un horizon relativement rapproché, être capable de produire de manière écologique, sans une empreinte carbone trop élevée, l'essentiel de notre énergie. Et financer une partie de cette transition-là par un nouvel impôt à la frontière contre les marchandises qui sont produites par des hydrocarbures, notamment des produits qui viendraient d'Inde, de Chine ou de pays qui ont aujourd'hui un accès facile et bon marché au gaz et au pétrole russe. Donc, est-ce que ça va renchérir le prix des marchandises? Probablement, mais pour moi, ça ne peut pas. Il faudra moduler ça de manière très prudente parce que la population européenne n'a pas la capacité de payer tout plus cher. Donc, ça, voilà, à regarder de près. Si ça fonctionne bien, les recettes générées par la taxe carbone va pouvoir financer des installations de production d'énergie verte ou nucléaire, ça c'est très sensible aussi comme problématique en Europe, de telle sorte que l'Union européenne rattrape son retard concurrentiel dans la génération de son énergie par rapport au reste du monde, parce qu'il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine qui a accès aux hydrocarbures russes, mais il y a les États-Unis aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'industries européennes, de la pétrochimie notamment, qui partent vers les États-Unis parce que l'énergie y est 40% moins chère. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est durable pour l'Europe. Et donc, c'est un chantier stratégique. Et le CBAM reste dans cet environnement-là. Longue réponse à une courte question. Est-ce donc le mix énergétique du pays en question qui prime et non pas la manière dont l'industriel s'est décarboné in fine? Si, donc bien entendu, ce qui compte en premier, c'est la situation de chaque entreprise qui produit, parce qu'il faudra démontrer à ce niveau de détail-là. Et en l'absence de démonstration, sauf si, je prenais note tout à l'heure du partenariat vert Union européenne-Maroc, il pourrait y avoir des discussions au niveau État à État, Union européenne-Maroc, qui ferait que le Maroc, dans son ensemble, est traité de manière plus favorable. C'est possible parce que ce type de discussions-là ont lieu aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis souhaitent être traités de manière favorable par l'Union européenne parce que, en réalité, leurs émissions sont plus faibles que les émissions européennes, même s'il n'y a pas de taxe carbone domestique aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, il est possible que les États-Unis reçoivent ce type de faveur. Il n'est pas exclu que le Maroc puisse les recevoir. Par exemple, sur la base du même type de raisonnement. Mes industries sont moins polluantes que les vôtres, donc laissez-moi tranquille. Parce que nous sommes le Maroc et que nous avons des relations de qualité. Et voilà, tout ça se négocie. Mais non, ça c'est possible, mais dans l'architecture du CBAM aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'émission de gaz à effet de serre de la bobine d'acier qui est importée, de la boîte de vis qui est importée, de la tonne d'aluminium qui est importée. Et donc ça, ce sera le meilleur moyen de bénéficier du taux réduit, ce sera celui-là. Sauf si le Maroc arrive à négocier quelque chose de plus structurel. Ce ne sera pas simple. Alors, quels sont les produits ou catégories de produits qui seront soumis aux déclarations CBAM pour la période 2023-2026? Je pense que vous les aviez cités dans votre... Oui, c'est ceux cités par Maître Frisinet en début de présentation. Voilà, ce n'est pas la peine d'y revenir. Alors, ces certificats CBAM peuvent être utilisés par des producteurs européens. Si oui, n'y aura-t-il pas un risque d'arbitrage entre EUA et CBAM? Entre a écrit EUA, donc je ne sais pas quelle la personne donc, qui est. Il y a l'apportateur, donc
tout qui souhaite importer des certificats, des marchandises soumises à CBAM devra acheter des certificats CBAM. Et en réalité, il y a une obligation par trimestre, dont je n'ai pas parlé. Par trimestre, l'entreprise devra disposer d'au moins 80% des certificats CBAM dont elle aura besoin. Donc, pour ne pas devoir acheter tout au moment de la déclaration. Il y a une règle qui périme, j'oublie, je n'ai plus la date exacte en tête, mais les certificats CBAM se périment après un certain temps, quelques années, et il n'est pas possible de revendre plus qu'un certain pourcentage de certificats CBAM, dont le pourcentage exact m'échappe également. Ces règles-là sont faites pour empêcher la spéculation, précisément. Et donc, toute entreprise qui achèterait de trop, 2, 3, 10 fois trop de certificats CBAM par rapport à ses besoins, en perdrait une bonne partie. Donc, ça a été conçu pour, le CBAM a été conçu pour empêcher ce type de spéculation-là. Eh bien, le CBAM visera-t-il aussi le secteur agroalimentaire? Je pense même réponse que le secteur du textile. Voilà, pas dans l'immédiat, mais à garder à l'œil. Alors, autre question, qui achète le certificat CBAM? Je vous prie, l'importateur, dans ce cas, a répercuté sur le prix d'achat ou l'exportateur a répercuté sur le prix de vente? L'importateur, donc le déclarant autorisé CBAM. Voilà, le CBAM aura certainement des implications sur les règles d'origine en matière douanière, n'est-ce pas? C'est l'inverse, c'est les règles d'origine douanière qui auront un impact sur le CBAM. Et donc, pour savoir, c'est l'exemple que je donnais avec la Suisse, si un produit est suisse et dès lors n'est pas soumis au CBAM, il faudra démontrer, en tout cas savoir, parce que la démonstration n'a pas lieu au moment de la déclaration. La déclaration, c'est une case à cocher, mais pour éviter les problèmes par la suite, il faudra pouvoir démontrer en cas de contrôle que le produit a acquis une origine non préférentielle. Donc, ce n'est pas l'origine préférentielle que vous retrouvez dans l'accord Pan-Euromède. Il faut que l'origine non préférentielle soit suisse. Et donc, connaître son origine, elle sera très importante chaque fois que vous souhaiterez bénéficier d'une exemption globale dans des rares pays qui bénéficient d'une exemption globale. Imaginons que le Maroc arrive à négocier ce type d'exemption globale. C'est une chose qui sera très importante à vérifier. Est-ce que le produit qui est fabriqué au Maroc a une origine marocaine non préférentielle? Donc, les règles de liste ne sont pas celles que vous avez dans le Pan-Euromède, que si vous êtes dans le textile, vous connaissez parfaitement, mais ce sont d'autres règles, une autre liste qui se trouve dans les règlements européens, le code des douanes européen. Et cette origine-là déterminera l'exemption ou pas. Alors, en ce qui concerne la taxe CBAM pour certains produits comme le fer, l'acier, l'électricité, ainsi de suite, comment savoir si de tels produits sont produits de manière verte ou non? Autrement dit, les produits fabriqués vertement seront aussi taxés ou non? Faut-il exiger un suivi de la production pour chaque produit? L'UE peut-elle reconnaître le certificat marocain délivré par les autorités? Quel doit être le coût de la tonne CO2? Donc, c'est un ensemble de questions dans la même question. Oui, donc la valeur par défaut à payer au moment de la mise sur le marché européen sera celle déterminée dans le règlement européen. Après, pour payer moins, ce qui comptera, c'est une bonne comptabilité carbone qui répondra aux exigences du règlement d'exécution qui n'est pas encore connu. Mais globalement, ce qu'il faudra pouvoir faire, c'est démontrer le contenu carbone du produit qui est exporté. Et ça va nécessiter un degré de détail très élevé, parce que vous devez pouvoir prendre un site de production, connaître ses émissions, après savoir ce qu'il a produit sur une certaine période et ventiler les émissions sur l'ensemble de la production, et puis après faire le lien avec cette bobine-là que j'importe le 17 avril 2024. Et donc, ça va nécessiter, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir justifier le taux réduit lors des contrôles, c'est ce type de détail-là qu'il faudra détenir. Ce qui n'est pas très différent, comme j'expliquais tout à l'heure, même si ce sera différent, les règles à respecter sont différentes, mais la discipline ne sera pas très différente de ce qui est nécessaire pour pouvoir démontrer à une autorité douanière
que le produit a acquis une origine préférentielle. Vous devez démontrer que vous avez réalisé au Maroc telle ou telle opération. Vous devez pouvoir faire le lien avec un certain lot. Et donc, ce sera ce type de détail-là. Donc, exigeant et détaillé. Alors, il s'agit de l'empreinte carbone de l'organisation ou des produits ou les deux? Du produit. Donc ça, c'est la différence principale entre l'ETS et le CBAM, d'ailleurs qui est tout à fait assumé par la Commission. Le CBAM s'applique à des usines, parce que les usines sont sur le territoire. L'ETS s'applique à des usines, parce que les usines se trouvent sur le sol européen, sont soumises directement au contrôle des autorités qui peuvent vérifier les émissions qui sont rapportées par site de production. Et c'est l'addition de ces différents sites de production qui permet aux autorités de contrôler le carbone qui est émis dans les différentes étapes de production. Le CBAM, c'est toujours la problématique qu'on a quand on met une marchandise sur le marché de l'Union européenne. Quand on importe la marchandise, il n'y a pas de possibilité de contrôler l'usine pour les autorités européennes. Et donc, le contrôle s'effectue au niveau de la marchandise. Et donc, tout se fera au niveau de la marchandise. Ceci étant dit, pour pouvoir justifier d'une certaine émission de gaz à effet de serre pour une certaine marchandise, il sera nécessaire d'obtenir les informations de la part du producteur qui lui-même devra faire son évaluation par site industriel. Et non seulement par site industriel propre, mais également les catégories 3, donc les fournisseurs également, s'il y a des fournisseurs. Alors, on comprend la taxe CBAM dépend du prix de l'ETS. Comment le prix de l'ETS est déterminé? Ça, je l'ignore. J'ai des collègues qui sont spécialisés dans l'ETS et qui regardent ça de près. C'est de l'échange, du carbon trading. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça n'a pas fonctionné du premier coup. À un moment donné, le prix ETS était à 0 pratiquement et l'Union européenne a retiré une série d'ETS du marché pour faire monter le prix et qu'aujourd'hui, ça fonctionne assez bien avec un prix, je pense, qui est de l'ordre de 100 € pour la tonne de carbone. Mais voilà, comment ça fonctionne en pratique, moi, personnellement, je l'ignore parce que ça, quelque part, c'est intéressant si vous êtes soumis à l'ETS, mais si vous êtes soumis au CBAM, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le règlement pour savoir quelle est la valeur par défaut. Et après, comment démontrer vous-même vos propres émissions de gaz à effet de serre, indépendamment de la valeur du prix du certificat ETS, qui aura un impact sur le prix du certificat CBAM. La réponse à cette question existe. Hein, et moi, j'ai des collègues, si vous pouvez m'écrire et je peux poser la question à des collègues, mais moi, je ne l'ai pas. Alors, qui sera le déclarant, les douanes ou un service conseil en carbone tiers afin de déterminer le bilan carbone de l'entreprise? Donc, pour déterminer le bilan carbone de l'entreprise, ce ne sera pas le déclarant. Le déclarant, lui, il s'engage financièrement sur la base de garanties lors de la mise des marchandises sur le marché européen. La détermination de l'empreinte carbone se fera par consultant, par avocat. Il y a ensuite un mécanisme aussi, on n'en a pas parlé, d'audit externe et de réalisation de rapports par un auditeur externe. Ces auditeurs ne sont pas encore connus, que le règlement n'est pas encore en œuvre, mais il est très probable que ce seront les mêmes personnes, les mêmes entreprises qui font les audits ETS, parce que c'est le même type de discipline. Et donc, pour pouvoir connaître son empreinte carbone, il faudra regarder comment les règlements d'exécution, ce que les règlements d'exécution demandent en termes de fourniture d'informations et de connaissances des processus industriels. Et ça, c'est quelque chose que nous, on attend avec impatience dans les mois qui viennent. Est-ce que le secteur de la menuiserie industrielle est concerné? Comme le textile et les produits agricoles, pas maintenant, peut-être après, mais
pas pour moi, c'est moins urgent que les produits en aval ou les batteries. Alors, est-ce que les importateurs vont payer sur la totalité des émissions intrinsèques au produit ou uniquement sur la différence par rapport au seuil de l'ETS? Donc, il y aura une valeur par défaut qui s'applique faute d'information ou si les émissions sont très élevées. Lorsque les émissions carbone seront connues et inférieures aux valeurs par défaut, il y aura la capacité de payer moins, de devoir acheter moins de certificats CBAM. Est-ce que l'empreinte carbone du transport sera prise en compte dans les déclarations? À ma connaissance, non. Le CBAM ne s'applique pas au transport pour l'instant. Il en a été question dans les échanges entre les différentes institutions, le Parlement et le Conseil, lors de l'adoption du règlement, mais le transport n'est pas couvert. Alors, le certificat d'émission sera-t-il demandé pour chaque opération d'importation? Non. Donc, chaque opération d'importation se fera à un moment X, avec une obligation par trimestre d'évaluation de l'empreinte carbone et de l'obligation de détenir au moins 80% par trimestre de certificats qui devront être dus, avec un rapport en fin de période, une fois par an, qui nécessitera à ce moment-là de connaître les émissions carbone de chaque importation. Donc, c'est dans cette séquence-là que ça se passera. Et l'absence de connaissance ou l'erreur, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris. Une erreur de déclaration peut rester non détectée pendant très longtemps. Et donc, on peut imaginer un CBAM qui met du temps à se mettre en route, avec des autorités qui vont être créées et qui n'auront pas les bons réflexes immédiatement. Il peut se passer 3, 4, 5, 10 ans des fois d'erreur. Et après, lors d'une deuxième phase de contrôle a posteriori, on pourra se rendre compte qu'on avait mal déclaré. Et on a, nous, beaucoup de dossiers comme ça pour le droit de douane, où des demandes d'origine préférentielle sont faites à mauvais escient pour une longue période, où des contrôles se réalisent et après, pour une période minimale de 3 ans, mais parfois plus, parce que en Belgique notamment, c'est toujours 10 ans, parce que chaque infraction douanière est pénalement répréhensible, et donc on a une période de 10 ans. On a en permanence un risque de 10 ans de dette douanière qui existe. On peut tout à fait imaginer le même type de problème pour le CBAM, où on déclare et dans 9 ans, on a un importateur dépité qui dit « Oui, mais tout le monde a toujours fait comme ça. » Ça arrive souvent. Alors, donc, bien maîtriser le risque sera capital pour éviter les déconvenus. 2, je peux acheter les certificats CBAM, mais quelles sont les modalités d'y acquérir? Bonne question, je pense que ce n'est pas encore connu. Mais ça sera, ce sera connu avant le 1er janvier 2026. Alors, y aura-t-il un quota de certificats CBAM par secteur ou par type de produit? Non. Est-ce que le phosphate est aussi concerné par le CBAM? À ma connaissance, non. Alors, quels effets de ces nouvelles exigences sur les matériaux, outils et emballages des produits halieutiques? Fil, caisse en polyester et ainsi de suite. Pour l'instant, ces produits ne sont pas couverts, séparément en tout cas. Mais c'est une bonne question, c'est une question douanière aussi, ça. À évaluer. Je ne veux pas m'avancer plus que ça. Mais à partir du moment où le produit, pour savoir aujourd'hui si un produit est concerné, il faut qu'il soit classé, il faut que la position à 8 chiffres dans le tarif soit reprise. Donc, un emballage seul ne sera pas repris. L'emballage de plastique d'un produit couvert, je pense, ne sera pas couvert. Mais ça peut-être que je m'avance là. C'est quelque chose à regarder dans les règlements d'exécution.
Alors, pour un producteur qui va calculer l'empreinte carbone de son produit, est-ce que les bureaux qui sont spécialisés dans ces études que les producteurs vont contacter doivent être reconnus par l'UE pour la véracité de leur travail et l'exactitude des calculs? Donc, le type de certificateurs qui vont être reconnus, c'est les sociétés qui certifient les rapports annuels. Et ces sociétés-là doivent être reconnues par l'Union européenne. Une des demandes de certains pays tiers, c'est de pouvoir avoir leurs propres certificateurs, par exemple les certificateurs ETS coréens, de voir cette catégorie de professionnels-là reconnus également comme étant certificateurs agréés. Pour le reste, Laure, oui, merci. Ah, monsieur Montrage, on vous entend. Pour les... et je viens de perdre le fil là. Oui, pour le reste, donc on a ces certificateurs qui sont autorisés. Pour le reste, c'est une obligation de chaque importateur de bien connaître l'empreinte carbone de ce qu'il met sur le marché chaque fois qu'il demande un taux réduit. Et donc, il n'y a pas d'obligation de reconnaissance, mais il y a une obligation d'exactitude. Et donc, il est important d'être bien conseillé. Eh bien, donc, je tiens à vous remercier, Maître Melin, Maître Fressini, pour tous les détails, aussi pertinents soit-il, que vous aviez fournis à nos membres de la SMEX, exportateurs, sur aussi les exigences, les restrictions auxquelles ils vont faire face, sur les défis aussi auxquels ils vont faire face, sur la nécessité de préparation, sur les méthodes de calcul et ainsi de suite. Je tiens à vous remercier pour votre mobilisation, pour votre patience, parce que être un orateur pendant 2 heures, aussi importante soit-elle, donc c'est pas aussi facile. Je tiens aussi à remercier tous les participants qui nous ont suivis, qui sont restés jusqu'à la dernière minute. Je vous laisse en 2 minutes, Maître Melin, Maître Fressini, un dernier mot avant de passer au mot de la clôture de Monsieur Montrage. On a beaucoup parlé, surtout moi. Je voulais juste vous remercier, c'est un plaisir. Le temps a passé très vite, avec la passion. Un grand merci pour votre accueil et j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer en personne au Maroc à la prochaine occasion. Isabelle. Avec plaisir, avec plaisir. Maître Isabelle. Votre invitation, voilà. C'est un plaisir également de participer à ces webinaires et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres dans le futur. Merci beaucoup. Simon Trash pour le mot de clôture. Activez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Yves a bien précisé que c'est la direction douane qui va se charger du suivi et de l'application. Et donc, nous aurons certainement, une fois que les choses sont en marche, et surtout lorsque on va élargir et on va aussi grossir les pénalités à payer, nous aurons certainement besoin, parce que nous aurons de différentes interprétations, nous aurons des litiges, donc nous aurons besoin de vos compétences, et vous avez bien fait d'afficher vos coordonnées sur écran, comme ça nos membres peuvent prendre connaissance, et demain, s'il y a un problème ou un litige, ils peuvent vous contacter pour les assister, pour les accompagner et les conseiller. Ce que je veux dire, la SMEX, son rôle, aussi bien la CBLM, c'est d'encadrer et d'accompagner les membres et de leur donner la visibilité sur toute nouvelle réglementation ou procédure. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez vous êtes bien adapté à ce sport parce que vous avez donné tous les détails nécessaires, en tout cas connus pour l'instant, et qui vont certainement faciliter la tâche. Et notre rôle, c'était de sensibiliser nos membres, et je crois que nous avons atteint l'objectif, et c'est grâce à votre contribution, et je vous en remercie infiniment. Merci pour tout le monde qui a participé jusqu'à la dernière minute. Beaucoup de questions
beaucoup de questions pertinentes. Vous avez été patient de répondre à toutes ces questions et je vous en remercie. Et s'il y a d'autres questions, on va vous les envoyer par écrit et surtout que quelques-unes qui dépendent de vos collègues. Et encore une fois, merci Isabelle, merci Yves et merci pour tous nos amis qui étaient connectés. Et merci pour la structure permanente, que ce soit de la SMEX ou de la CCBLM. À la prochaine fois et merci. Merci beaucoup à nos chers panélistes et à tous les participants et à très bientôt.